Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va lister ensemble les différentes sorties livresques récentes qui me font envie et que j'ai trop hâte de découvrir. Donc on va commencer tout de suite. Je débute cette vidéo avec le comics Aucune tombe assez profonde, qui est donc la dernière parution du duo Skottie Young et George Corona et qui est donc publié chez Urban Comics. Le résumé nous dit ceci: après une vie de crime et de violence, Ryder est tombée amoureuse et a choisi de se ranger pour se concentrer sur son rôle de mère. Mais lorsqu'elle apprend que tout ce pourquoi elle s'est battue risque de lui être enlevé, elle reprend ses revolvers et se met en route car le temps lui est compté. Direction Cypress, la ville à l'autre bout du monde. Son objectif, tuer celle qui tente de lui prendre la vie, la mort. Personnellement, j'adore le duo Young-Corona à qui on doit la magnifique trilogie Middle West qui parle de violence intrafamiliale, de reconstruction et d'héritage. Mais on leur doit également un one-shot pour lequel j'avais eu un petit coup de cœur, qui était donc Celui que tu aimes dans les ténèbres. C'est un comics qui abordait des sujets assez difficiles comme l'emprise, la violence, les relations toxiques et l'isolement qui en ressort. Je l'ai déjà chroniqué à de nombreuses reprises sur la chaîne, donc si ça vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo qui est indiquée dans le petit i. Bref, le duo est de retour pour mon plus grand plaisir. Et cette fois-ci, ils ont l'air de nous proposer une histoire qui sent bon le western, l'aventure. Et comme pour Celui que tu aimes dans les ténèbres, on va retrouver aussi une petite pointe de fantastique. J'ai beaucoup trop hâte de le lire, de découvrir une nouvelle histoire imaginée par ce duo qui fonctionne tellement bien ensemble. J'ai également envie de découvrir le nouveau roman d'Haruki Murakami intitulé La ville aux murs incertains et c'est édité chez Belfond. Le résumé de l'éditeur semble très long mais aussi très énigmatique, donc je vais essayer de vous résumer le livre simplement, ce qui ne sera pas une mince affaire. De ce que je comprends, on va suivre un personnage de bibliothécaire mais dont la fonction est assez particulière et unique, puisqu'il était payé pour lire des rêves. Mais un jour, ce bibliothécaire a dû quitter la ville dans laquelle il habitait et exercer son métier, et il va retrouver rapidement un travail dans une autre ville et dans une autre bibliothèque, et il va y faire la rencontre d'un étrange garçon. Le résumé paraît très flou et bancal, mais je pense sincèrement que c'est très difficile de résumer ce livre si on ne l'a pas lu. Personnellement, il m'intrigue beaucoup puisque j'ai repéré des mots-clés qui me plaisent énormément comme cité, livre ou encore rêve. Par certains aspects, le livre me fait penser au roman La cité des livres qui rêvent de Walter Moors, pour lequel j'avais eu un immense coup de cœur, ou encore La mer sans étoiles de Erin Morgenstern qui avait également été un énorme coup de cœur. En plus, ça fait des années que je n'ai pas lu un Haruki Murakami, j'avais seulement lu Sommeil qui m'avait laissé une impression étrange et que je n'arrive toujours pas à démêler des années après. Bref, j'ai hâte de voir si tous les romans de Murakami laissent cette impression étrange et qui persiste dans le temps. Guillaume Lebrun, l'auteur du fantastique Fantaisie guerrière, revient avec un nouveau roman, Ravagé de splendeur, qui est paru chez Christian Bourgois. Je vous lis donc le résumé. Rome, début du IIIe siècle. Les intrigues et les complots de sa famille portent le jeune Héliogabale à la tête de l'Empire romain, inaugurant un règne de rage et de fureur. Soutenu par sa femme, la grande Vestale Aquila, et l'ancien esclave Hieroclès, avec lesquels il forme un trio amoureux, l'empereur devient impératrice et met Rome au défi en multipliant les scandales. Jusqu'à sa mort brutale, Héliogabale tentera d'instaurer une liberté absolue au cœur de cet empire sclérosé par la peur, une liberté sexuelle, une liberté de culte, une liberté d'être. Dans ce résumé, on retrouve tout ce que j'avais adoré dans Fantaisie guerrière, à savoir de l'historique, des personnages aux fortes personnalités et des sujets universels qui ont traversé les époques comme la liberté et la lutte contre les systèmes totalitaires.
Je suis vraiment curieuse de découvrir ce second roman de l'auteur et de voir comment sa plume a évolué, comment il va narrer l'histoire d'Héliogabal et des autres personnages qui gravitent autour de lui. Je pense sincèrement que ça fera partie de mes lectures prioritaires pour cette année si d'aventure je le trouve à la bibliothèque. Ensuite, je voulais vous parler un peu de fantasy avec le roman Ayata, c'est pas du tout si ça se prononce comme ça, de Anouk Faure, publié chez Argile. Encore une fois, je vais vous lire le résumé présent sur Livre Addict. Navigateur capable de diriger son voilier solaire sur les océans en suspension de la nuée, Ayata n'en demeure pas moins un paria aux yeux de son peuple. Né en mer, il ne possède pas le filament, cet organe symbiotique qui permet aux siens de coexister avec de gigantesques îles vivantes. Seules ses expéditions maritimes l'aident à endurer la servitude à laquelle le contraint le système des castes. Or, après une attaque de pirates qui coûte la vie à tous ses passagers, Ayata perd le droit de naviguer. Il choisit alors l'impensable. Fuir la sécurité des îles, tout abandonner, et suivre les traces de sa grand-mère, une exploratrice dont les récits ont bercé son enfance. Tandis qu'un froid inhabituel s'abat sur le monde, Ayata part seul sur les flots instables, déterminé à voyager plus loin que quiconque. Cependant, dans la nuée, où tout se dévore et se déchire, de nombreux dangers guettent le navigateur. Des dangers, mais aussi des rencontres, de celles qui ancrent une vie et lui donnent un sens. Ces derniers temps, j'ai vraiment du mal à trouver des romans de fantasy qui me parlent, qui jouent sur ma corde sensible et qui me fassent rêver, tout simplement. Et avec l'avènement de la romantasy, genre que je ne lis pas du tout, je trouve que c'est encore plus difficile de trouver un bon roman de fantasy, tout simplement parce qu'ils sont moins mis en avant sur internet et sur les réseaux sociaux de manière générale. Et dernièrement, j'ai eu quelques déconvenues avec des romans de fantasy, je pense notamment à Plein Ciel, qui est tout simplement ma pire lecture de l'année passée. Enfin, ne parlons plus de Plein Ciel et de mes déboires avec la fantasy, parce que là, en découvrant Ayata et en lisant les résumés, je ressens de l'impatience et de l'envie. L'envie de découvrir cet univers maritime, ces personnages, de voyager aux côtés d'Ayata, et cette sensation, ça fait bien longtemps que je ne l'ai plus ressentie. Pour ma part, je n'ai pas lu de roman de l'autrice, ni même un seul roman provenant de la maison d'édition Argile, donc j'ignore si le style de l'autrice peut me plaire et si les romans possèdent un travail d'édition solide et de qualité. Mais ce livre me tente vraiment, et si je le trouve, je pourrais l'inclure, pourquoi pas, dans ma série pour trouver le meilleur roman de fantasy. Je poursuis avec un autre roman de fantasy qui est le premier tome de La Voix de Lorée qui s'intitule Le Maître de l'Anarchie. C'est écrit par Marie Fabre et publié par la maison d'édition Nemos dans leur collection Naos. Pour ce roman, on nous dit « En plein cœur de la révolution industrielle, Bohême s'érige comme la ville la plus influente du XIXe siècle grâce à l'oré, un métal hors norme et miraculeux qui attise la convoitise. Cependant, cette prospérité est depuis peu menacée par les crimes d'un tueur en série qui s'en prend à des politiciens. Hatcher, jeune reporter, se lance sur la piste de cet assassin et s'allie à une brigadière pour sa part à la recherche d'un mystérieux médecin à l'origine d'un traitement qui pourrait bien enrayer une maladie inconnue se propageant dans les quartiers pauvres de la ville. De l'opulence des demeures aisées à l'atmosphère sinistre des bas-fonds, cette traque les mène au centre d'un complot d'une grande ampleur impliquant Loré, des hommes puissants et le fils de l'un d'entre eux, Willem, étudiant de génie dont Hatcher se rapproche. Au fil des jours, Hatcher cherche la vérité cachée derrière les apparences, jusqu'à se brûler les ailes. Plongé dans une histoire d'intimité, de certitude, d'amour et de rivalité, une question le hante. Qui tue? Qui soigne? Et peut-on aimer éperdument et haïr tout autant? Honnêtement, la première chose qui m'a attirée dans ce livre, c'est sa couverture. Couverture que je trouve particulièrement belle. Après, je trouve aussi que le résumé est plutôt classique et convenu. On nous parle d'inégalité sociale, d'enquête et le tout sur un fond de steampunk. Et forcément, ça me fait penser à plein de séries et de livres qui reprennent un peu les mêmes codes. Pour autant, je pense que si c'est bien écrit, si les personnages sont attachants et l'univers bien construit, le roman peut être très intéressant à lire. Je ne me ferme clairement pas la porte et j'ai bien envie de découvrir ce récit.
Ensuite, j'ai vu que Mathias Malzieu avait sorti un nouveau roman qui s'appelle L'homme qui écoutait battre le cœur des chats et c'est paru chez Albin Michel. De ce que je lis, on va suivre l'histoire de 2 chats qui ont été adoptés suite à des circonstances tragiques et tandis que les 2 chats parviennent petit à petit à reconstruire le cœur de leurs humains, l'un des 2 va tomber malade et ils vont essayer de le sauver. Je n'ai plus lu un livre de Mathias Malzieu depuis plus d'1 an. Le dernier que j'avais lu, c'était 38 mini-westerns pour des fantômes et je n'avais pas du tout aimé ce recueil de nouvelles. Là, je sais pas. Il y a quelque chose dans cette histoire qui titille ma curiosité. Comme si seul Mathias Malzieu pouvait me faire lire une histoire dans laquelle des animaux sont malades. Parce que, bon, autant dans les livres et les films, la mort tragique d'un humain peut me faire un peu mal au cœur si jamais je m'étais attachée à ce dernier, mais alors dès qu'un chien ou un chat se retrouve seul, j'ai le cœur brisé en 1000 morceaux. Donc je pense qu'il faut avoir le cœur bien accroché pour lire ça, mais je sais que Mathias Malzieu peut faire quelque chose de bien, de juste et de touchant. Je continue avec La bibliothèque des auteurs disparus, écrit par Ika Hirada et publié chez Nami. Le résumé nous dit donc ceci: bienvenue à la bibliothèque de nuit. Derrière les portes automatiques d'un bâtiment grisâtre de la banlieue de Tokyo se cache un étrange établissement qui rassemble les bibliothèques personnelles d'auteurs décédés. Des ouvrages uniques et précieux, soigneusement classés et référencés, que tout le monde peut consulter, à la condition de respecter des horaires inhabituels, car cette bibliothèque n'ouvre que la nuit. Pour Otoa Iguchi, ce lieu hors du commun devient rapidement un havre de paix. Après une première expérience catastrophique dans une chaîne de librairie, elle retrouve le bonheur de prendre soin de livres tendrement chéris par leurs précédents propriétaires. À mesure qu'elle découvre les histoires contrariées de ses collègues, elle commence à se demander qui est le mystérieux propriétaire des lieux. Et si, non content d'accueillir ses ouvrages orphelins, il offrait également à tous les passionnés de livres une nouvelle chance au moment où ils en ont le plus besoin. Parsemé de références littéraires, un roman poétique empli de mystères qui nous entraîne dans les coulisses du monde des livres. Ce roman s'inscrit dans la même lignée que tous les autres romans japonais un peu en vogue. On a un lieu un petit peu particulier et mystérieux dans lequel des personnages vont pouvoir, grâce à des livres ici, aller mieux, faire la paix avec leur passé et leur traumatisme. Je ne peux vraiment pas expliquer ce qui m'attire particulièrement dans ce livre. Peut-être que c'est le fait que l'histoire se déroule dans une bibliothèque et non dans un café ou un restaurant. Peut-être que c'est simplement la couverture qui est très jolie. Toujours est-il que j'ai bien envie de découvrir ce roman. Et aujourd'hui sort la toute nouvelle parution des éditions Monsieur Toussaint Louverture, à savoir The Wasting Game de Hélène Rasking. Personnellement, je souhaite en savoir assez peu sur le roman, je vais juste vous donner quelques éléments du résumé et quelques mots-clés. The Wasting Game serait donc un thriller et on va suivre 16 individus d'âges différents, de cultures différentes et de milieux socio-économiques différents. Ces personnes-là ont été conviées par un riche industriel qui s'appelle donc Samuel Wasting. Cependant, il y a un détail qui a toute son importance, Samuel Wasting est mort, et donc ces 16 personnes vont devoir résoudre différentes énigmes et élucider les circonstances de la mort de Samuel. Honnêtement, je lis très peu de thrillers et de romans qui se déroulent en huis clos, donc déjà rien qu'en ça, ce roman me fait sortir de ma zone de confort et comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, j'aimerais vraiment lire plus de récits qui sont un peu loin de mes habitudes et puis ajoutons à ça la notion de jeu, comme si le roman était en réalité une partie de Cluedo. Vous avez une lectrice très curieuse et impatiente de découvrir ce nouveau roman. Et je ne sais pas vous, mais moi je trouve la couverture incroyablement belle et attrayante. Dans un tout autre style, j'ai repéré le roman Les Bouchères de Sophie Demange, publié chez l'Iconoclaste. Le résumé sur Livre Addict est peut-être très bref, mais je trouve qu'il en dit suffisamment pour éveiller ma curiosité, et donc on nous dit ceci. Anne et Stacy ouvrent leur boucherie dans un quartier huppé de Rouen. Très vite, elles recrutent Michel, formant un trio inséparable.
Tout bascule le soir où Stacy, après avoir été agressée par son ex-compagnon, le tue. Aidée de ses 2 amis, elle fait disparaître le corps. C'est un primo-roman et je trouve ça vraiment chouette que la maison d'édition publie régulièrement des premiers romans et amène donc un vent de fraîcheur dans le monde littéraire. Pour ma part, je dois dire que c'est vraiment la couverture qui aura attiré mon attention. Je la trouve particulièrement soignée et détaillée en lien avec l'activité professionnelle des protagonistes. Et puis, je serais ravie de découvrir une histoire où la sororité est au premier plan. J'ai également repéré un roman de l'auteur Marcus Malt qui s'intitule Le Dernier Hiver et qui est publié chez les éditions du Rouergue. Et je vais vous lire le résumé qui nous dit donc ceci. Il sera appelé Leno, Colonel McKinsey, Perrine, Maman, Mr. Freeze, Charlie, Furbu. On lui aura parfois donné le traditionnel nez en carotte, l'écharpe, les branches en guise de bras. Au soir de ses multiples hivers, il retrace son existence menée à travers les siècles et les continents. De la ruée vers l'or à Tchernobyl, du Manitoba à Bérésina, chaque vie lui permet de s'émerveiller de la faune et de la flore, de la beauté des paysages, du cadeau précieux qu'est la vie. Mais chaque renaissance lui montre aussi ce que l'homme fait à la nature, les guerres, les catastrophes industrielles, l'accaparement des ressources naturelles. En revenant sur ces vies, il nous offre un conte initiatique bouleversant, en forme d'avertissement irrévocable pour l'espèce humaine. J'ai déjà tenté de lire un livre de cet auteur, c'était en 2020 et malheureusement ça s'était soldé par un abandon. Je me souviens avoir trouvé la plume de l'auteur très lyrique, très agréable à lire et très belle, mais je m'étais vraiment ennuyée et passé 50% du livre, l'histoire n'avait toujours pas démarré, donc je l'avais forcément abandonné. Toutefois, j'estime que l'auteur mérite une seconde chance et je suis prête à l'accorder avec ce petit conte philosophique. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres et quel a été votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à vous dire quelle sortie récente vous fait très envie et je serai ravie d'en discuter avec vous dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Et puis ça vous permet également d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.